Bastien, C'est je bon, te laisse la main. Je vois que ça y est, tu pilotes complètement ton écran. c'est ça. Bon, bah déjà, je voulais te remercier déjà pour m'avoir fait intervenir sur ce thème du coup de repères défensifs en U18. Moi, ça m'a permis de reprendre contact avec mes collègues, vu que ça fait un petit mois maintenant qu'on a plus de match en U18. Voilà, sur ce thème qui est vaste, la défense, les repères défensifs en U18. Donc, je commençais par me présenter aussi le contexte, les 3 éléments que je trouve indispensables avant de parler de défense, voilà, de quelconque défense. Ensuite, l'intervention elle sera en 2 parties. Il y aura une première partie que j'estime que les U18 ont déjà vue, c'est le perfectionnement des bases. Voilà, le repli, la défense, porteur, non porteur, et puis les close-out. Et ensuite, l'apprentissage, où j'estime que voilà, on a passé peu de temps dessus, défense pick and roll, bien sûr, le post-up et le rebond. Donc, je vais me présenter d'abord. Donc, moi, ça fait 10 ans maintenant que j'entraîne. J'ai commencé assistant sur les sélections du Vilaine quand j'avais 15-16 ans, quand je passais l'initiateur avec Rosen et Christophe Jiquel. J'ai eu la chance d'assister au Pôle Espoir ensuite sur les entraînements, que ce soit sur le jeudi matin ou même sur des entraînements du mercredi après-midi ou du mardi soir. Et j'ai été assistant aussi sur les sélections Bretagne sur 3 générations, 2000, 2001 et 2003. Et j'ai eu la chance d'aller au team national à chaque fois, de voir ce qui se fait de mieux en jeunes, en U15 notamment, avec les 2000 et 2001. 2003, on n'avait pas passé le type qualificatif, mais j'ai eu la chance d'aller avec l'équipe des potentiels, avec David et Hermine en coach. C'était ultra enrichissant aussi. Et puis sinon, à titre individuel, au niveau de Rennes, maintenant, j'y suis depuis 5 ans. Donc, je suis assistant de Pascal Thibault. Hein, donc, je m'inspire beaucoup de lui aussi sur ce qu'il fait au niveau défensif aussi. Puis c'est lui directeur technique du club, qui propose le projet défensif du club. Et ça fait 2 ans maintenant que je coach les U18 et que je suis responsable sur la section sportive de Bréquigny. Donc voilà, donc ça fait une bonne dizaine d'années que j'entraîne et j'ai eu la chance de côtoyer des jeunes potentiels. Voilà. Donc au niveau du contexte, pour bien resituer, donc moi j'estime qu'en U15, on a vu le repli défensif, parce que bon, le jeu rapide, c'est une partie vraiment très importante du jeu, que ce soit en U11, U13, U15. Il y a beaucoup d'agressivité sur porteur, je trouve, en U15 déjà. Défense non porteur aussi, on a dû voir aussi les principes de base sur le non porteur et puis sur le close-out, qui est vraiment une action phare en jeune, notamment sur les retards défensifs. Donc j'estime que ça, on l'a déjà vu en U15. Pour ça que j'appelle le perfectionnement des bases. Bastien, je me permets juste Ouais. de faire une première petite question pour tous ceux qui seraient peut-être pas au fait des mots anglicistes, notamment quand tu dis close out. Est-ce que tu peux expliquer? Alors, close-out, c'est un retard défensif où en fait le joueur est, par exemple, est placé dans une aide au départ. Son joueur reçoit le ballon et là, on appelle ça un close-out, c'est-à-dire c'est une reprise de joueur. En fait, un changement de statut, tu passes de non-porteur à porteur. Et souvent, il y a un retard défensif qui s'est créé par une fixation. Et cette situation-là de reprise de joueur, on appelle ça un close-out. Donc voilà. Pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et en U18, du coup, ce qui change, c'est notamment le pick and roll, qui est une partie vraiment très importante dans le jeu. En U15, on le voit en fin d'année, fin d'année, et puis ça dépend voilà, des joueurs que l'on dispose. Et en 18, voilà, le début de l'apprentissage sur pick and roll. Le post-up aussi, parce que en 18, voilà, ça va un peu plus vite, c'est plus grand. Il y a des joueurs vraiment de grande taille. En U15, il y a très très peu de post-up. Bon, il y a un grand qui est dans l'équipe qui joue proche du panier, mais il reçoit peu de ballons au final. Et c'est vraiment en U18 où là, pareil, il y a une dominante aussi dans le post-up. Et pour moi, l'oublié de la défense, chez les jeunes notamment, c'est le rebond. Il y a pas, voilà, pour ça que je l'ai mis dans apprentissage, parce que pour moi, c'est même pas quelque chose qu'ils ont vu pour la plupart du temps. Et donc, du coup, le rebond, qui est en plus un élément phare du jeu, voilà, je trouve que il a pas été vu sur les catégories précédentes. C'est le constat qu'on faisait
aussi avec les collègues U18. Voilà, et puis j'ai mis entre parenthèses des défenses tout-terrain, notamment zone presse, qui peut aussi avoir en U18. Voilà. Donc, avant de parler de perfectionnement et d'apprentissage, je vais vous présenter mes 3 éléments indispensables pour défendre. Le premier, c'est toujours voir le ballon. On peut pas défendre sans jamais voir le ballon. On protège le panier, on défend ensemble. Et donc, pour ça, il faut toujours avoir un regard sur le ballon. La deuxième chose, c'est qu'il faut communiquer. Voilà, c'est une défense collective, on défend à 5. Pour ça, il faut communiquer. Et en jeune, souvent, la seule communication qu'on a, c'est un-one. Et ça ne sert pas à grand-chose d'un point de vue défensif. Et la dernière chose, c'est l'engagement. L'engagement, que ce soit porteur et surtout non porteur, où là, souvent, on se relâche un peu. On va dire, on va se reposer un peu, on est dans les aides. Et puis, bon, c'est là où justement, on est en retard après sur les reprises de joueurs. Et donc, du coup, on crée des décalages. Voilà les 3 éléments qui sont indispensables pour une quelconque défense. Donc le perfectionnement, donc le repli défensif qui est vraiment très très important parce que la contre-attaque c'est voilà c'est le jeu rapide, c'est ce qui apporte des paniers faciles et la transition entre rebond offensif et repli défensif. C'est-à-dire que moi, j'estime qu'il n'y a pas plus de 3 joueurs qui peuvent aller au rebond off. Et souvent, on s'est délimité par la ligne des lancers francs. C'est-à-dire que les gens qui sont sous la ligne des lancers, ils peuvent aller au rebond off. Et ceux qui sont sur les postes arrière un peu plus loin, eux, leur but, c'est plutôt de contrôler le repli. Voilà. Et bien sûr, sur le repli, il faut toujours voir le ballon. Souvent, il y a un panier, le joueur met un panier, il va replier sans même regarder ce qui se passe derrière lui et sans prendre l'information où est le ballon. Alors que bon, c'est le plus important justement pour pouvoir défendre à 5 et ralentir la balle. La ligne du ballon. Donc, moi, j'appelle la ligne du ballon, c'est-à-dire quand le ballon est monté par un arrière, j'imagine une ligne imaginaire qui est représentée par le ballon et tous les joueurs doivent être sous cette ligne du ballon. C'est-à-dire que si moi je suis au rebond et qu'il y a la sortie de balle de fait sur un des arrières, ou voilà, la balle est montée, moi bien sûr je ne reste pas avec mon joueur. Je viens tout de suite sous la ligne du ballon pour aider mon coéquipier à ralentir la balle. Voilà, j'ai la chance de pouvoir aider mes coéquipiers. Bien sûr, je reviens très vite en sprint pour contrôler la prise de vitesse du porteur de balle et surtout pas de rester avec mon joueur en footing et puis revenir à 2 à l'heure sur le repli. Voilà. Et la dernière chose, c'est quand sur le rebond offensif, on a été un peu plus agressif, on a créé des situations d'infériorité défensive. Sur la transition, on a été un peu moins vite. Et quand on est en situation d'infériorité, il est très important de feinter son jeu défensif. Beaucoup de fois, souvent les jeunes, on est en 2 contre 1 ou 3 contre 2, ils vont venir se livrer sur le porteur de balle en faisant semblant de défendre. Moi, c'est ce que j'appelle faire semblant de défendre. Et en sautant sur la balle. Alors, ils vont l'intercepter 1 fois sur 5, mais 4 fois sur 5, ça va donner 2 points. Voilà, et une contre-attaque. Et déjà, il y a une première erreur de fait, c'est qu'on est en situation d'infériorité. Alors, celui qui est tout seul maintenant en défense, lui, il ne doit pas faire une deuxième erreur en donnant 2 points. Il doit justement feinter son jeu, faire semblant d'aller sur l'autre, de revenir, de rester au milieu pour augmenter l'incertitude chez les attaquants et pour laisser le temps aux coéquipiers de revenir. Donc voilà par rapport au repli défensif. Et voilà, j'ai mis quelques exotypes que je fais justement pour le travailler en italique. Si jamais vous avez besoin, voilà, je vous les transmettrai aussi. Donc sur la défense porteur, donc bon, déjà c'est important de mettre de la pression, mais une pression optimale, c'est-à-dire de ne pas être en surpression. Souvent les joueurs, quand on leur dit défendre, ils sont en surpression défensive et donc du coup ils se font passer. Voilà, c'est vraiment une pression optimale au regard de l'attaquant et de mes qualités propres à moi. Si je suis un gros défenseur et que j'ai des cannes, bien sûr que l'entraîneur il va demander de mettre une pression juste. Si voilà, je suis un peu plus lent, voilà, mon but ça va être de contrôler, mais de mettre une petite pression quand même. Voilà. Et moi, j'autorise l'interception que sur les crosses
ou sur les annonces de système. C'est-à-dire, les interceptions sur porteur de balle, c'est vraiment que sur les changements de main. Donc, je dis cross, mais ça peut être aussi changement de main dans le dos entre les jambes. Voilà, quand on peut laisser une main pour justement voler un peu la balle. Et sûrement sur les annonces de système, donc il y en a un peu moins en jeunes, mais souvent quand les joueurs se relâchent un peu, veulent annoncer un système voilà, bien défini avec le coach, souvent ils se relâchent aussi. Et là, souvent, il y a des opportunités pour intercepter. Et la dernière chose sur porteur, c'est l'orientation sur main faible et les sensibiliser vis-à-vis de leur adversaire direct. Et souvent, bon, c'est très vrai par exemple pour les gauchers et les jeunes gauchers qui sont très très forts main gauche. Bah oui, et on va essayer de l'orienter sur sa main droite, sur la montée de balle, par exemple, pour le mettre en difficulté. Les droitiers, ils sont un peu plus, voilà, ils peuvent plus aller sur leur main gauche quand même que je trouve que les gauchers sur la main droite. Voilà, et les sensibiliser par rapport à leur adversaire direct, comment mettre en difficulté et orienter sur la main faible si vraiment il y a un déficit entre les deux mains. Voilà, et donc des exercices, bah, bien sûr, le 1 contre 1 tout terrain permet de travailler ça, puis même le 2 contre 2. N'hésitez pas aussi à travailler sur défense porteur, sur des situations de supériorité défensive, aussi sur du 1 contre 2. Le fait de défendre ensemble, de collaborer sur le porteur de balle pour justement ralentir le ballon sur le repli défensif aussi. On ne fait pas assez. Souvent, on est en supériorité offensive des fois pour travailler la transition. Et pour travailler l'agressivité sur porteur, c'est bien aussi de mettre de la supériorité défensive aussi de temps en temps. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, hein, François, tu m'interromps si besoin. Ouais, on va le rappeler. J'ai vu que là, il y avait Sébastien qui l'avait rappelé. L'idée, c'est plutôt de poser vos questions par le chat quand Bastien est en train d'exposer un point, de façon à pas perdre le fil, et puis que on soit sûr aussi de pouvoir poser la question à Bastien ensuite. Merci. Donc pour enchaîner entre le repli et puis la défense sur porteur, on va parler de non-porteur maintenant. Et bon, c'est le plus important, c'est un des éléments voilà, très importants chez les jeunes, notamment, qu'ils soient dans des attitudes, même sans ballon, être prêt à défendre, fléchi, prêt à communiquer avec leurs partenaires, et pas les mains sur les genoux ou être sur des jambes raides et pas prêt à intervenir dans les aides. Et voilà, c'est très très important d'être dans les attitudes, d'être ouvert au ballon, de toujours voir la balle. Donc ça, voilà, on est plutôt sur une défense à hauteur pour les connaisseurs, voilà, et toujours être ouvert au ballon. On ne peut pas être fermé à la balle. On peut l'être vraiment si le porteur de balle se rapproche du joueur. Et là, si on veut contester la passe, on peut se fermer légèrement si on a un gros shooter. Mais vraiment, toujours être ouvert au ballon. Toujours être ouvert au ballon. Il y a la ligne des lancers francs comme repère défensif. C'est-à-dire que quand le ballon est au-dessus de la ligne des lancers francs, bah, voilà, on est sur les lignes de passe, on est ouvert au ballon. Quand elle est sous la ligne des lancers francs, voilà, là, il faut qu'on soit beaucoup plus compact et qu'il y ait un pied au minimum dans la raquette pour intervenir, pas peut-être dans le post-up ou sur les drives, sur la ligne de fond, tout ça à 45. Qu'on soit prêt à intervenir dans les aides. Je vais clarifier ensuite sur la non. Non, bah, je vais clarifier après. Donc, bien sûr, dissuader, reprendre côté ballon. Voilà, être capable de, quand on est ouvert au ballon, de dissuader sur un appui et de reprendre. Et la dimension du courage, notamment dans les aides et dans les charges. Pareil, on ne fait pas assez le fait de venir juste à l'entraînement. Je l'ai fait déjà la semaine dernière. Que le joueur, il fonce dans le défenseur, qui fonce, voilà, et que nous, on est prêt à encaisser l'impact et à tomber. Parce que pour moi, c'est l'action positive défensive, parce que tu fais provoquer une faute à un attaquant, et en plus, tu récupères le ballon. Et cette dimension de courage, il faut vraiment la mettre en avant sur les défenses collectives pour justement valoriser la défense. Et juste clarifier par rapport à… Donc là, on voit la défense à hauteur, voilà, où les joueurs qui sont dans les ailes, ils peuvent être un peu plus sur la ligne de passe et un peu plus haut. Et ce qui est important, c'est que les joueurs intérieurs, là, le poste 4 et 5, ils aient déjà un pied au-dessus du joueur en étant ouvert au ballon pour pouvoir contester en étant ouvert au ballon.
Ok, souvent, ils restent derrière. Et puis, dans le temps de la passe, bah, après, ils sont à voir que ces deux joueurs-là soient ouverts au ballon et que les extérieurs puissent, s'il y a attaque du poste 1, être en capacité de dissuader sur un appui la pénétration et de revenir sur la ligne de passe ensuite de leurs joueurs. Voilà. Et là, pour terminer sur la défense non porteur, je voulais clarifier qu'est-ce qui est côté ballon et côté opposé. On a toujours dit côté ballon, on coupe les lignes de passe, opposé à la balle, on rentre dans les aides. Donc là, sur ce schéma-là, on est d'accord que le poste 4, il est à l'opposé du ballon au départ et qu'il est placé dans les aides avec un pied dans la raquette. Voilà, il est sur la ligne de passe, il est bien placé. Le problème, c'est quand cette action se produit là, quand le joueur du poste 3 commence à driver par l'axe, le défenseur du poste 4, il n'est plus côté opposé, il devient côté ballon. Parce que le côté ballon, côté opposé, il est défini par le dos du défenseur du porteur. C'est-à-dire que c'est le défenseur du poste 3 voilà, qui détermine le côté ballon ou côté opposé au ballon. S'il se fait dépasser par l'axe et qu'il commence à être de dos ici, le côté opposé, ça va devenir le poste 5 et le poste 1. Et souvent, c'est une erreur très fréquente en jeunes où on vient donner un 3 points grand ouvert dans le corner sur une aide côté ballon. Parce que ça, c'est une aide côté ballon. Et voilà, et ce qu'il faudrait plutôt faire sur ce drive dans l'axe, c'est justement déjà le poste 2, déjà dissuader un peu reprendre. Le poste 4, faire pareil sur un appui, mais surtout pas laisser de tir ouvert à 3 points. Et la rotation, elle va se faire d'en bas. C'est-à-dire que le poste 5, il peut intervenir. Le poste 1, il peut revenir entre les deux. Et le poste 3 doit revenir très vite sur la ligne de passe, notamment du poste 5, pour éviter de donner 2 points faciles. Mais la notion de défense côté ballon, côté opposé, elle est définie par le dos du défenseur et pas par le côté du ballon. Donc voilà, un élément très important sur la défense non porteur, notamment dans les repères. Il y avait deux questions qui apparaissaient, Bastien. Ouais. Une où on va revenir plutôt sur le côté porteur de balle, défense sur le porteur de balle, où il est demandé que vous faites appel à l'orientation sur la main faible et la personne demande mais on entend plus en plus de parler qu'on défend à plat. Est-ce que pour toi c'est liable les deux ou pas? Bien sûr. En fait, c'est plus en fonction du joueur adverse. On va dire, le but, c'est sensibiliser les joueurs, être en capacité, bien sûr, de défendre à plat pour bien contrôler et mettre une pression optimale. Après, si on a des joueurs, par exemple, spécifiques, vraiment très forts sur leur main gauche, ce qui arrive souvent des fois dans les différents championnats, et ben là, on va être sur une orientation que main droite, justement, pour le mettre en difficulté. Mais c'est des choses plutôt ponctuelles. C'est pas quelque chose qu'on va faire tout le temps, l'orientation sur la main faible. On est plutôt sur une défense à plat. Et des fois, en fonction du joueur adverse, ou voilà, s'il est vraiment en difficulté sur sa main faible, là, on va essayer de le mettre un peu plus en difficulté pour nous essayer de mieux contenir son jeu offensif. Mais c'est plus de manière ponctuelle. Ok. Une deuxième crainte qui est souvent posée, hein, notamment lorsqu'il y a la défense à hauteur d'aborder, c'est comment vous gérez les backdoors sur la défense ouverte à une passe. Déjà, vu qu'il y a une pression sur le porteur de balle, j'estime que le backdoor doit être rendu difficile déjà par l'activité des bras qu'il y a sur le porteur. Et ensuite, le plus important, c'est dissuader le drive, le backdoor pour que ce soit, pour qu'on encaisse sur le backdoor, ça peut arriver, mais ça arrive peu fréquemment parce que déjà, il faut une bonne qualité de passe, il faut un timing aussi entre le porteur de balle et le non porteur de balle sur le backdoor. Et on gagne plus à être ouvert au ballon et à dissuader les drives quand on encaisse très peu de backdoor. De manière générale, dans un match, on encaisse très peu de backdoor en étant, allez, on va encaisser peut-être un ou deux backdoor, et encore, je trouve que c'est énorme, on en encaisse très très peu. Donc pour moi, on a tout à gagner en étant ouvert au ballon, justement pour contrôler les drives, plutôt que d'être en contestation stricte, par exemple à droite, là sur le poste 3, et là, on se met en danger sur le drive du poste 1 d'entrée de jeu, quoi.
sais pas si j'ai Ok, répondu merci. Donc voilà, pour enchaîner sur la défense non porteur, donc close out, donc retard défensif, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, qui est une situation fondamentale en jeune, très très importante à travailler. Et donc souvent on est dans les aides, on est placé dans les aides, le ballon navigue, transfère et arrive sur mon joueur. Et là, il faut anticiper dans le temps de la passe et pas quand le joueur reçoit la balle. C'est-à-dire que dans le temps de la passe, moi, je dois commencer ma course. Donc voilà, commencer à sortir très vite et à ralentir ensuite sur des petits appuis. Voilà, pour contrôler le drive et pas sortir en fente avant et recréer un retard défensif. Et là, c'est pareil, c'est sensibiliser les joueurs par rapport à votre adversaire direct. C'est-à-dire que si c'est un énorme shooter, bien sûr que là, il va falloir sortir très très vite, être capable de toucher le joueur et de le mettre sous pression pour le forcer à driver. Par contre, si c'est un intérieur, un poste 5 ou quelqu'un qui voilà, est pas du tout dans le tir et plutôt dans le drive, bien sûr que là, il faut sortir vite, mais il faut surtout contrôler le fait qu'il la réattaque et contrôler le drive une deuxième fois et pas faire une erreur qui va donner 2 points ou qui va faire provoquer une faute. Mais voilà, le travailler davantage pour justement qu'ils anticipent la course et qu'ils courent dans le temps de la passe et pas quand leur joueur reçoit la balle. Ça, c'est ultra important. Donc voilà, quelques exercices, 3 contre 3. Où moi, des fois, j'oblige les attaquants à recevoir que la balle en dehors de la ligne à 3 points et à favoriser les aides défensives sur les drives, justement pour attaquer sur les close-out et donc du coup faire travailler les défenseurs là-dessus. Il y a des situations aussi où les défenseurs partent d'en bas, où ils se croisent. Des situations aussi voilà, très intéressantes pour travailler sur les retards défensifs. Maintenant, on va passer à l'apprentissage et notamment la défense sur pick and roll. Voilà, maintenant en U18, sur chaque action, il y a un pick and roll, voire plusieurs. Donc c'est vraiment un élément important du jeu, encore plus aujourd'hui. Et l'importance de la communication. Donc c'est un élément indispensable, hein, ça fait partie des 3 indispensables que je vous ai démontré au tout début. Mais voilà, important de communiquer, d'annoncer l'écran et le type de défense, parce que voilà, il est possible que vous ayez différents types de défense, mais annoncer l'écran haut et fort. Et ça, pour les grands gabarits, souvent en jeunes, c'est compliqué en fait d'annoncer fort l'écran, leur faire comprendre. La qualité sur le défenseur porteur, c'est-à-dire que voilà, le défenseur porteur, il doit mettre une bonne pression. Et quand il voit l'écran arriver, il doit voilà, mettre davantage de pression pour orienter dans l'écran et pour pouvoir passer au-dessus pour maintenir cette pression sur le joueur. Okay, souvent, les défenseurs sur porteur, ils me font « Ah, j'ai pas entendu l'écran ». Non, pour moi, c'est une fausse excuse parce que souvent, c'est des écrans rentrants ou sortants, mais c'est des écrans sur le côté. Si c'est des écrans dans le dos, bon là, ok, tu prends un caramel. Mais si c'est des écrans sur le côté, le défenseur, il doit voir l'écran arriver. Souvent, en plus, c'est annoncé avec un point ou voilà, où le coach l'annonce, transipique. Donc, on sait qu'il va y avoir un écran d'arrivée. Donc, le défenseur sur porteur, il n'a aucune excuse. Il doit voir l'écran quand même. Et il doit passer avec. Il ne peut pas se prendre l'écran et me dire « Ouais, je n'ai pas entendu ». Non, c'est impossible, ça. C'est impossible. Donc, ça, je voulais faire un point là-dessus. Et après, bien sûr, sur les types de défense, nous, on est plutôt sur trap, donc qu'on annonce rouge, et protection bleue au départ. On voit l'ensemble des défenses pick and roll dans le cours de la saison, mais vu que nous, au niveau du club, on est sur ces deux défenses-là, du coup, on voit ces 2 défenses-là pour les U18, avec la trappe qui permet de maintenir une pression sur le porteur de balle et la capacité à sortir vite. Sur trappe, et sur les défenses, sur les postes 5, de manière générale, il est très important de suivre le joueur. C'est pareil, c'est comme un retard défensif, la défense pick and roll pour les postes 5. C'est-à-dire que quand votre joueur monte l'écran, il faut monter avec lui. Si vous montez au moment où il y a la pause d'écran, vous êtes mort. Et on est obligé de rester en protection, on va dire, très très basse. Et donc, du coup, là, c'est plus compliqué. Donc, l'importance que le poste 5, quand il y a la montée sur l'écran, colle le joueur
et qu'il soit dans la possibilité de soit faire rouge, nous on est plutôt en priorité rouge, soit faire protection s'il a un peu de retard ou si l'écran est trop loin en fait. Si l'écran voilà, est très très loin et que voilà, et que nous on a un peu de retard, voilà, on peut rester en protection au départ. Par contre, quand l'écran se rattrape au niveau de la ligne, se rapproche, je veux dire, de la ligne à 3 points, voilà, si on peut faire trap, on essaye de faire trap. Et bien sûr, après, il y a les autres joueurs qui doivent être prêts à collaborer sur la défense pick and roll, sur les traps, à couper les premiers retours de passe. Et moi, je dis toujours que je défends le défenseur le plus loin. Le coach, il défend je veux dire, l'attaquant le plus loin. C'est-à-dire que s'il y a une passe lobée dans le corner, voilà, et que le porteur de balle est capable de faire une passe sous pression dans le joueur à l'opposé et qui a 3 points, ben, il est pour moi et voilà, c'est pas très grave. Le but, c'est de maintenir une bonne pression et de couper les premières passes, notamment sur les pick and roll sur trap et sur protection, la capacité à vite repasser devant pour le porteur de balle et à communiquer avec le poste 5. Voilà. Et pas se livrer, pareil, pour donner 2 points sur le rôle du poste 5. Donc, je ne sais pas si j'étais assez clair sur le pick and roll. Je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus. Sachant qu'on voit voilà, les différents types de défense, step et puis ice, comme on dit, où on refuse l'écran. On les voit plutôt sur la deuxième partie de saison. Mais voilà, le but, c'est de voir tous les types de défense. Et puis, il y a la défense switch aussi qui est aussi. Souvent, en U15, quand il y a des écrans, on dit qu'on switch. Voilà, pour faciliter, on va dire, la collaboration défensive. C'est possible de switcher, mais il faut le faire avec agressivité. Moi, je suis pas dans un switch pour switch. Voilà, on a les joueurs peut-être pour switcher, mais il faut le faire avec agressivité, être en capacité de garder une pression optimale sur le porteur. Et ensuite, éviter les mismatchs pour éviter d'avoir un décalage dans le post-up ensuite. Voilà, donc des exercices 2 contre 2, 3 contre 3 autour du pick and roll, le faire sur jeu réduit au départ pour justement avoir une bonne qualité sur la défense sur le porteur. Et ensuite, le faire à 3 contre 3, 4 contre 4, justement pour les placements des joueurs qui sont non porteurs, qui ne sont pas sur le pick and roll voilà, initial au départ, mais qui sont ultra importants dans les contestations sur les rôles ou ou dans le fait de couper les lignes de passe si jamais il y a des trappes. Ok. Bastien, une question sur le chat concernant le rôle du défenseur, du poseur d'écran, notamment sur la défense bleue quand vous protégez. Oui. Qu'est-ce que vous lui demandez de privilégier dans sa façon de protéger, entre guillemets? Déjà de dissuader le porteur de balle. C'est-à-dire qu'au départ, sur la protection, le joueur, normalement, s'il a bien fait son travail, il est au niveau de l'écran. Donc le but, c'est de reculer. En fait, c'est comme une situation de repli défensif pour moi. Il y a un 2 contre 1 qui se crée, si jamais le joueur n'a pas pu passer avec. Et donc là, le but, c'est d'être entre les deux, en fait. De dissuader et de reculer en même temps que son joueur qui va rouler et d'être dans l'intervalle entre les deux. Et pour laisser le temps justement au porteur de balle de revenir, donc être actif en bas. Et si jamais au niveau de milieu raquette, le joueur a toujours pas eu le temps de revenir, et ben là du coup le poste 5, bien sûr qu'il va privilégier le ballon pour essayer d'intervenir. Et le porteur, il va essayer de revenir sur la ligne de passe pour éviter la passe lobée pour le rôle du poste 5. Mais pour moi, c'est un peu la même situation que sur un repli défensif où on est à 1 contre 2 en fait. Voilà. Être en capacité de dissuader. Et puis si vraiment il se rapproche du panier, là, au niveau du milieu raquette, là intervenir avec les bras hauts pour essayer de dissuader. Ok, merci. Donc sur la défense du post-up, qui est ultra importante chez les U18, parce qu'en U15, comme je vous l'ai dit, il y a peu de post-up, parce que bon, les joueurs sont pas en capacité de jouer pour le moment, notamment les grands gabarits qui ont du mal à garder le contact souvent. Et donc du coup, en U18, il y a pareil, il y a
très peu de contestation dans le post-up, bah, très peu. Du moins, ils ne sont pas habitués à ça. Et donc, le but, c'est justement de faire comprendre qu'il faut contester le post-up, qu'il faut contester déjà la venue du joueur, c'est-à-dire quand le joueur arrive de la ligne des 3 points pour prendre sa position, ben, là, il doit être bumpé, on doit être devant lui, on doit le repousser, justement pour que la prise de position ne soit pas facile. Et si jamais il arrive à reprendre sa place, ben, nous, on doit essayer de rompre le contact, de repasser devant, mais ça doit être une lutte. Il doit galérer pour avoir le ballon. Il ne peut pas arriver dans le post-up, demander la balle et la recevoir sans aucun effort. Ça, c'est impossible. Okay. Et ensuite, nous, dans le post-up, on est plutôt sur les trappes vers la ligne de fond. Okay. Je vais vous le montrer tout de suite. Et d'où l'importance d'avoir une bonne activité de bras. Vous montrer. Donc là, quand le joueur a la balle, le poste 3, donc à l'opposé, on est bien placé dans les aides pour le moment. Le poste 4, il est dans l'intervalle entre son joueur et le ballon pour dissuader le drive. Et au moment de la passe, pareil, dans le temps de la passe, le joueur numéro 2, il vient dans la trappe. L'importance ici, le défenseur du poste 5 est là de lever son bras droit là, pour dissuader la passe sur le poste 4 et de maintenir la pression et de fermer la trappe. Souvent, quand on fait trappe dans le post-up, le joueur du poste 2, il vient essayer d'intercepter le ballon. Or, on ne lui demande pas d'intercepter, on lui demande de fermer la trappe pour mettre sous pression le porteur de balle et pour qu'il perde le ballon sur une passe difficile ou qu'il fasse marcher, parce qu'il s'en met les pinceaux, mais de bien maintenir la trappe. Et à l'opposé, du coup, le poste 1, il rentre du coup pour dissuader la coupe du 2 et voilà, il gère le poste 1 et le poste 2. Et c'est important que le défenseur du poste 4 il soit sous la ligne du lancer franc, sur les trappes ligne de fond, pour justement dissuader la coupe de 45. S'il reste trop haut sur le poste 4, le défenseur du poste 1 il ne peut pas défendre et la coupe du 2 et la coupe du 1. Okay, c'est pour ça que celui qui est au milieu, et souvent, il s'oublie parce qu'il est côté au ballon, il est côté ballon au départ, quand le poste 3 a la balle. Et dès qu'il y a la passe dans le post-up, bim, il doit revenir sous la ligne des lancers francs. Voilà, justement pour dissuader la coupe du poste 1. Et nous, on est sur des trappes post-up parce que voilà, c'est notre plan de jeu aussi avec l'équipe première. Et du coup, ça permet que les U18, quand ils s'entraînent aussi avec nous, voilà, ils soient dans une démarche agressive et qu'ils sachent les rotations sur les trappes dans le post-up. Bastien? Oui. Il y a une question là, notamment sur la planification un petit peu de tout est contenu défensif sur la saison. C'est-à-dire que comment vous étalonnez un petit peu ça sur une année, sur 2 années, sur 3 années. Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi dans un premier temps à voir? Prioritaire pour moi à voir, déjà, c'est la défense non porteur à hauteur, le fait d'être ouvert au ballon et le repli défensif. Voilà, le repli défensif, pareil, toujours voir la balle, être dans la prise d'information constante. Ça, c'est en tout début de saison. Voilà. Et ensuite, il y a défense pick and roll et défense dans le post-up qui sont importants. Et là, du coup, on voit les défenses en fonction en fonction du projet du club, en fait. Nous, on a l'équipe N1, ils sont sur des trappes et protections. Donc, nous, on fait pareil qu'eux aussi, justement pour former les joueurs. Et vu qu'on a beaucoup de U18 qui vont s'entraîner avec la N1, bah, comme ça, ils se retrouvent, on va dire, dans les différents types de défense. Et souvent, en fin de saison, je vois les différents types de défense haute sur pick and roll. Voilà. Le post-up aussi, au bout de 1 ou 2, après le premier mois où on a vu le repli et la défense à hauteur, pareil, ça fait une partie dominante aussi dans les séances. La capacité à contester, à faire beaucoup de 1 contre 1 aussi poste bas, et puis aussi après à 4 contre 4, à 5 contre 5 pour travailler les trappes. Et la dernière chose qu'on travaille tous les jours, et on va y venir après, c'est le rebond. C'est le rebond où on travaille sur chaque entraînement. On a une situation focalisée sur le rebond. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu. C'est des thèmes qu'on aborde. Ça donne des repères. Bien sûr, non, mais ça donne des repères. Je pense que c'est ce qui était un petit peu demandé. Il y a une autre question qui aborde les attitudes plutôt individuelles.
des joueurs, et notamment autour du pick and roll, c'est-à-dire les personnes qui peuvent être à la fois dans les aides, à la fois sur les contestations de passe à une passe, tout ce qui va être attitude de bras, tout ça. Est-ce que ça, c'est quelque chose où vous faites un travail un peu spécifique? Comment vous essayez d'appréhender ça, quoi? Alors, déjà, souvent, ça, c'est pas fait sur le début, on va dire, et sur les premiers matchs. Donc, déjà, leur but, c'est de de leur montrer. Et alors là, l'idéal, c'est de faire une séance vidéo, justement, à la fin des premiers matchs, sur les 2, 3 premiers matchs, justement, parce que ça, non, sur les défenses non porteurs, souvent, il y a des attitudes, elles sont pas au niveau, on va dire. On n'est pas tout le temps concentré. Et du coup, souvent, on a des retards défensifs, que ce soit sur le pick and roll notamment, surtout les joueurs qui ne défendent pas le pick en amont. Et bah, les buts, c'est de leur faire comprendre qu'il faut qu'ils soient dans les attitudes, qu'il faut qu'ils soient prêts à collaborer, à bumper s'il y a une défense en protection sur le rôle du 5, et de leur montrer en vidéo, en fait. De leur montrer en vidéo justement ce qu'il faut faire, parce que souvent, on leur dit ouais, il faut que tu bumpes la descente, mais bumper, des fois, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Et bumper, c'est contester voilà, le déplacement. Et après, c'est voilà, de les faire voir sur les vidéos des différents matchs et voilà, de corriger ensuite au fur et à mesure de la saison sur ces attitudes qui sont ultra importantes. Ok. Une dernière question pour moi, avant qu'il y en ait une autre là, qui apparaît sur le chat, mais on voit bien que la défense dans le post-up, elle est pour l'instant vraiment abordée à partir d'une défense plutôt très collective, où Oui. vous faites apparaître une trappe et puis des rotations. Mais est-ce que vous n'avez pas peur que ça ne permette pas de développer des savoir-faire, notamment pour les postes 5, pour savoir défendre sur un contre 1 dans le jeu intérieur? Alors, c'est une très bonne question. Collectivement, voilà, le but, c'est de les habituer à être sur les trappes, parce que voilà, comme je l'ai dit, ça fait partie. Voilà, en N1, sur toutes les balles intérieures, on va trapper. Voilà, si le ballon est reçu dans le post-up, pardon. Et après, on fait beaucoup de 1 contre 1 dans le post-up, où là, il y a pas de trappe en fait. C'est-à-dire que dans le développement des joueurs, moi, je fais énormément de 1 contre 1 aussi, pour les joueurs un peu plus physiques, et même pour les joueurs qui ont des skills pour jouer dans le post-up, des bons moves. On fait beaucoup de 1 contre 1 sur les temps des entraînements, justement dans le post-up, où là, celui qui marque garde le ballon à 3, à 4. Et donc, du coup, ça, on travaille sur les temps des différents 1 contre 1 pendant les entraînements. Mais c'est vrai que pendant les matchs, ils savent qu'il faut contester la passe, et quand il reçoit le ballon, c'est trappe post-up immédiate. Voilà. Mais D'accord. Donc, vous le 1 abordez un contre 1, petit peu le côté collectif et individuel de cette façon, oui, en voilà. essayant de partager les temps. Ouais, une dernière question qui est apparue sur notamment cette trappe dans le post-up, c'est-à-dire que si le 5 trouve à ressortir le ballon, comment vous organisez vos rotations? Alors, c'est le joueur le plus proche qui va sur la balle. Donc là, si par exemple le poste 5 ressort la balle, arrive à donner sur le poste 1, et ben là, pour moi, c'est au poste 4 d'y aller. Le poste 1 de faire semblant et de revenir sur la ligne de passe du poste 2. Et ensuite, c'est au poste 3 de venir couvrir le poste 4. Parce que dans le temps de la passe, oui, c'est lui le plus proche sur le joueur qui est dans l'axe. Et ensuite, voilà, l'idéal, c'est que le 2, il reprenne l'ailier et que le 5 reste sur son joueur. Donc voilà si la balle est donnée sur le poste 1. Si la balle est donnée sur le poste 4, ben là, ils récupèrent leur joueur. C'est-à-dire que le poste 4 reprend son joueur. Le poste 1 va essayer de feinter son jeu sur l'extra passe peut-être, mais reprendre son joueur ensuite. Et le poste 2 reprendre son joueur à l'opposé. Et si la balle est donnée sur le poste 2 dans le corner, et ben là, pareil, donc le 1 va sur le poste 2, vu que c'est lui le plus proche. Le 4 va sur le poste 1. Le 3 décale sur le 4. Et le 2 va sur le joueur du 3. Je sais pas si, voilà. Le joueur le plus proche, et après communiquer entre eux pour se passer les joueurs. Ok. Une dernière question, puis on va te laisser dérouler le dernier thème avant peut-être de reprendre les autres, hein, parce que je vois le timing qui avance. Est-ce que cette idée-là de trappe dans le post-up, c'est aussi pour pouvoir de temps en temps jouer small ball, ce qu'on appelle voilà, rentrer sans forcément
de joueurs intérieurs de grande taille et de mettre peut-être en difficulté, notamment sur la défense adverse, l'équipe en face, quoi. Si, souvent. Si, ça sert aussi. Surtout que nous, au niveau des U18, souvent, voilà, on n'est pas un vrai centre de formation. Donc, on a quelques grands, mais on n'a pas non plus voilà, des très grands gabarits au sein au sein de l'effectif. On en a quelques-uns, mais plutôt des premières années. Mais du coup, c'est vrai que ça permet d'être agressif et voilà, de combler des fois quand tu joues des grosses équipes comme Le Mans ou Cholet, où là, athlétiquement, bah, c'est autre chose. Et c'est sûr que ça permet de dissimuler un peu notre faiblesse. Mais après, souvent, on se fait détruire quand même au rebond derrière quand tu joues small ball. Mais ça permet de limiter la casse. Ok, merci. On te laisse continuer de dérouler. On reviendra. Là, j'ai vu qu'il y avait deux autres questions qui apparaissaient. On les posera après. J'ai bientôt fini de toute façon. Et donc, du coup, pour terminer sur le rebond, qui est pour moi le plus important, et on s'y focalise pas du tout, mais quand je dis pas du tout, c'est vraiment pas du tout. Quand je leur parle de box-out ou d'écran retard en U18, des fois, ils sont surpris. Et déjà, ça commence par annoncer le tir. Annoncer le tir, de contacter, c'est-à-dire que quand il y a le tir, c'est pas regarder la balle et être dans la lune, c'est de contacter son joueur tout en regardant le ballon pour essayer de lire la trajectoire, de maintenir son joueur après derrière dans son dos, et au moment où il y a le ballon voilà, qui rebondit sur l'arceau et qui va en l'air, avant de sauter et être dans l'agressivité, dans l'attrapé de balle, il faut réimpacter son joueur. C'est-à-dire que si on contrôle son joueur, qui a le ballon voilà, qui est en l'air, et qu'on saute avant de réimpacter son propre joueur, et ben lui, il peut prendre l'ascendant, peut-être parce qu'il peut être en mouvement ou parce qu'il lit un peu mieux la trajectoire, vu qu'il n'a pas besoin de contacter. Et donc, du coup, c'est plus difficile. Et c'est vraiment important sur le rebond, une fois qu'on a fait l'écran retard, de réimpacter son joueur avant d'aller chercher le ballon. Et ensuite, bien sûr, un autre élément très important, c'est qu'il faut être agressif dans l'attrapé de balle. Hein, comme l'était Rodman aux Bulls, hein, où il était dans l'agressivité permanente dans les attrapés. Pareil, il y a l'écran retard, bien sûr, il y a le contact à garder au niveau de son joueur, mais ensuite, il y a une agressivité à avoir dans l'attrapé de balle, justement pour être plus rapide et plus vif sur les autres joueurs. Et donc, moi, je valorise toujours le rebond off sur toutes les situations de jeu. C'est-à-dire que chaque rebond off, peu importe hein, si c'est du 2-2, 3-3, ça vaut 2 points. Ça vaut 2 points pour sensibiliser les joueurs voilà, à communiquer et puis à faire les écrans retard. Souvent, les joueurs, il y a un tir, hop, ils s'arrêtent de défendre. Et l'action, elle n'est pas finie. Et c'est ce qui va permettre en plus de développer du jeu rapide. Et encore plus pour nous, on est un peu moins athlétique que voilà, que les centres de formation, tout ça. Et donc, voilà, le rebond, c'est essentiel pour pouvoir essayer de rivaliser avec des équipes qui ont un peu plus de matos que nous. Donc, voilà pour le rebond. Et pour terminer, du coup, et pour faire un rappel, souvent j'utilise ce petit dessin que Pascal des fois faisait pour la N1. Moi, j'ai repris pour les U18 en début de saison voilà, pour conclure. Donc, ce qui est important déjà, c'est d'avoir des yeux pour voir le ballon et toujours voir le ballon. Si vous devez retenir, tous les joueurs, tous les défenseurs, ils doivent toujours voir la balle. La deuxième chose, si vous avez bien suivi sur les 3 éléments, c'est qu'il faut communiquer et qu'il faut être prêt à parler et pas juste pour dire un one de trucs, voilà, ou se lever pour faire les archers des fois sur le banc, mais communiquer davantage entre les coéquipiers et les sensibiliser là-dessus. Et même sur les temps faibles, des fois quand il y a des 3-3, 4-4, où il y a des équipes au repos, les joueurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont s'asseoir, voilà, ils se reposent. Non, il faut favoriser les regroupements justement pour qu'ils communiquent sur les différents types de défense, qu'ils corrigent qu'est-ce qui n'a pas été sur le match précédent, et voilà, les sensibiliser là-dessus, qu'ils soient dans la constante communication entre eux pour essayer de s'améliorer. Et la dernière chose, bien sûr, c'est qu'il faut être engagé, donc avec voilà, des attitudes de bras, et bien sûr qu'il faut avoir des jambes pour essayer de courir et être engagé à 100% dans la défense collective mise en place.
Donc voilà, pour terminer. Très bien. Bon, je vois que vous avez fait des efforts hein, sur la participation sur les dessins. On peut peut-être demander une aide extérieure parce que je suis pas sûr que ça soit le plus parlant, mais hein. Non, il reste quelques questions là, qui ont été posées via le chat, euh, notamment par rapport à la défense tout-terrain. Tu ne l'as pas abordé. Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez? À quel moment? Pourquoi? Alors oui, on l'utilise. Pareil, c'est de manière ponctuelle, c'est pour ça que j'en ai pas parlé, parce que je trouvais que ça faisait déjà beaucoup. Mais très bonne question. C'est-à-dire que nous, on l'utilise, on fait une zone presse agressive, pareil, on suit le projet aussi de l'équipe première, mais c'est important aussi de le faire en jeune. On fait zone presse après lancer franc, c'est-à-dire voilà, sur tous les lancers francs marqués, ils font zone presse. Et si, bien sûr, qu'on concrétise, qu'on intercepte et qu'on marque, ben, on reste en zone presse. Et je laisse le choix de la faire. Donc, ça peut être aussi après des temps morts, quand la balle est en remise en jeu ligne de fond. C'est aux joueurs de la mettre en place. C'est-à-dire que moi, ils savent qu'il y a l'opportunité de faire zone presse après lancer franc, mais c'est à eux de se placer sur le terrain. Qui c'est qui va devant sur la passe? Qui c'est qui va sur les côtés? Qui c'est qui va au milieu dans le vol du ballon? Et c'est à eux de s'organiser pour cette défense collective. Et c'est vrai qu'en U18, nous, on la maîtrise très très bien, hein, un peu comme l'équipe première, comme l'année dernière. Et donc, du coup, on vole beaucoup de ballons là-dessus. Après, moi, je la rencontre pas si souvent que ça en U18, ça dépend des différentes équipes. Mais oui, dans le développement des joueurs, c'est important aussi de savoir comment attaquer une zone presse tout terrain, comme nous, qui est très agressive dès la première passe, ou une zone presse trois quarts terrain. Ça, on le voit pareil au fur et à mesure de la saison pour préparer les joueurs justement à attaquer ces différents types de défense. Ok. Une autre question sur la communication, parce que tu en as parlé et tu es revenu dessus sur la conclusion. Euh, Est-ce que tu as des astuces un petit peu à nous donner pour la développer? Et puis, sur le terrain, est-ce que tu demandes que ça soit centré autour du porteur de la balle ou est-ce que c'est tout le monde qui doit communiquer? Moi, c'est surtout, j'implique plus mes joueurs majeurs. C'est-à-dire que bon, les troisième années, qui ont un peu plus l'habitude, pour moi, ils doivent guider leurs partenaires, ils doivent voilà, montrer l'exemple, et c'est eux qui doivent communiquer sur le terrain en priorité. Je dis pas que les nouveaux peuvent pas le faire, au contraire, mais c'est eux qui doivent montrer l'exemple. Et après, sur les communications, pour moi, que ce soit porteur ou non porteur, j'ai envie de te dire plus non porteur, parce que porteur, tu es en capacité tu dois contrôler la pression, tu dois mettre une bonne pression. Soit en porteur, il va annoncer les systèmes peut-être un plus tard en senior, mais c'est surtout les non-porteurs qui doivent communiquer parce qu'ils voient le jeu, ils voient les pics. Et souvent, je le dis souvent, quand le grand il oublie d'annoncer l'écran, rien n'empêche à l'ailier, qui lui est en bas, d'annoncer le pic au meneur de jeu justement pour qu'il puisse anticiper encore un peu plus pour pouvoir passer avec. Et ouais, la communication est ultra importante. Et moi, dans les situations d'échauffement, souvent, je les fais communiquer entre eux. Les communiquer entre eux. Et bon, j'aime bien souvent, vu que je suis très matheux, Edgar 2 plus 2, voilà, et ils doivent répondre sur une consigne mathématique. Mais ouais, les faire communiquer entre eux sur les temps d'échauffement, d'entraînement, qui prennent l'habitude de se parler, mais de parler basket, pas de dire un one, parce que moi ça m'énerve. Et donc du coup je leur dis, mais c'est plus fort qu'eux, hein, mais voilà, les faire communiquer entre eux. Ok. Il y a une question aussi concernant, parce que c'est vrai que quand on voit l'ensemble un petit peu des éléments abordés, euh, ça fait un certain nombre de contenus. Et comment toi tu organises tes interventions à l'entraînement? Parce que si j'interviens un petit peu sur tout ce que tu as donné comme élément, voilà, on pourrait se dire, mais en fait c'est un clinique et comment on va se retrouver un petit peu l'engagement des joueurs, leur prise d'initiative aussi à l'intérieur. Ouais, bah déjà, déjà, des trois éléments indispensables déjà sur tout type de situation qu'on travaille défensivement, donc voir le ballon engagé et communication. Après, on est focalisé sur des temps forts, c'est-à-dire si on a décidé de travailler sur le pick and roll, sur l'entraînement, on va voir le pick and roll, bien sûr. Il y a le rebond qui est de toute façon qui est
dans toutes les situations d'entraînement. Alors, des fois un peu plus que d'autres sur des situations vraiment spécifiques, mais souvent on voit qu'un seul temps fort. Un seul temps fort sur, par exemple, si on veut voir le pick and roll, pendant une demi-heure, il y a un échauffement déjà autour de ça. Et après, on a sur du 2-2 ou du 3 contre 3, justement, pour travailler à la défense pick and roll. Et après, dans le jeu, en fin d'entraînement, où on fait du 4-4, 5-5, bah là, pareil, ce sera un dominant de pick and roll, en fait. On essaie de voir un seul temps fort par, par entraînement, en fait. Voilà. Après, voilà, il y a le rebond qui est toujours là, il y a le jeu rapide aussi, le repli, mais on essaye d'être focalisé sur un temps fort sur chaque situation d'entraînement. Moi, par exemple, là, sur les 2 dernières semaines, j'étais que sur les retards défensifs, que sur les close-out et la capacité à revenir sur son joueur. Là, sur les 2 prochaines semaines, je vais être plutôt sur le pick and roll. Voilà, c'est de faire des cycles, on va dire, voilà, pour que, pareil, pour pas que tu passes de pick and roll le lundi et puis le mardi, tu vas voir, je sais pas moi, autre chose, d'avoir une continuité en fait sur, au fil de la semaine. Parce que nous, encore plus maintenant, mais même on prépare des jeunes joueurs, donc on n'a pas de préparation de match, on n'a pas de plan de jeu, de plan de match. Donc le but, c'est de vraiment avoir des cycles, voilà, sur les différents types de défense, les différents temps forts voilà, pour qu'ils aient les armes après en match pour y répondre. Ok. Il y a une ou deux questions, mais qui reprennent un petit peu la même idée. C'est, tu as parlé beaucoup d'engagement, et notamment après aussi sur le coton du rebond, d'aller impacter tout ça. Mais est-ce que vous laissez une place à aussi le développement de l'analyse de la situation et d'être plus malin? Et c'est de temps en temps ne pas faire vraiment ce qui serait demandé, c'est-à-dire d'impacter le joueur, mais au contraire, bah, d'aller voler une ligne de passe, d'aller intercepter. Enfin, voilà, comment vous essayez de prendre en compte un petit peu ce côté-là, qui aussi, je pense, quand les joueurs en face ont un peu plus de maîtrise et le niveau s'élève, on a besoin d'avoir les deux, quoi. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, oui, là, c'est au départ, là, on était sur l'apprentissage. Après, c'est en fonction de tes qualités. Et souvent, le joueur qui a un peu moins de qualité physique, souvent, il le développe déjà ça. C'est-à-dire je trouve que souvent les joueurs, ils sont quand même assez malins. Ceux qui ont un peu moins de qualité physique, ils sont assez malins. Et justement, ils volent quelques ballons, pas par leur qualité athlétique, par rapport au placement. Et c'est souvent eux qui provoquent des charges. Hein, c'est souvent les joueurs un peu plus frêles qui sont très malins, qui se placent bien, qui justement anticipent tout ça. Et si, bah, le but, c'est justement de les encourager là-dessus. Alors, leur montrer, on va dire, qu'est-ce qu'il faut faire au départ. Et après, en fonction de leur qualité, on ne va pas demander la même chose à quelqu'un qui est un peu moins physique et qui va jouer plutôt sur sa malice, plutôt que quelqu'un qui est très athlétique, voilà, et qui peut justement faire ce qu'on peut lui demander. Après, c'est en fonction des joueurs, enfin, on s'adapte après derrière. Mais et après, c'est de l'encourager là-dedans. Tu vois, s'il n'a pas les qualités pour le faire, ben, c'est à lui de justement de trouver la parade voilà, pour pas mettre en péril, je sais pas moi, le rebond ou, voilà, ou la défense collective. Ok. Je sais pas si j'ai répondu. On, on arrive quasiment en fin là d'intervention. Tu as parlé tout à l'heure de l'outil vidéo. Est-ce Oui. que notamment dans ce côté développer la compréhension, le côté malin, l'analyse des situations, c'est quelque chose que vous commencez à utiliser en U18, comment, d'un point de vue collectif, d'un point de vue individuel, sur certains postes? Voilà, est-ce que tu peux nous en donner quelques mots? Alors, ouais, bah déjà, nous, on a la plateforme Dell. Et moi, j'invite, surtout en ces périodes-là, et les U18 en plus sont assez demandeurs de re-regarder leurs matchs, qui se regardent jouer, déjà, qui fassent pas un état des lieux, mais qui, voilà, qu'est-ce qu'il y a bien, qu'est-ce qu'ils ont été un peu moins bien, qu'est-ce qui a été un peu moins bien d'un point de vue offensif et défensif. Donc déjà, moi, je les encourage à voir les matchs. Et ensuite, moi, j'ai un assistant qui leur fait un montage vidéo individuel, c'est-à-dire ils reçoivent toujours leur montage du match, voilà, au courant de la semaine. Et donc, du coup, ils peuvent regarder les images. Et moi, en fonction de ça, des fois, je vais prendre le temps avant ou après un entraînement pour voir le joueur. Ou alors, je vais laisser le soin à mon assistant. J'ai pas mal de vidéos aussi avec la N1 en temps normal. Et donc, du coup, je vais laisser le soin aussi à mon assistant pour le voir. Et moi, je vais le voir en seconde main après la vidéo. Mais oui, c'est ultra important, je trouve,
de les faire se voir en fait en vidéo. On n'a pas l'habitude et qu'ils puissent prendre conscience voilà, de pourquoi on leur dit ça en fait, tout simplement, parce que souvent ils pensent faire bien, mais au final, du coup, c'est pas vraiment ce qui est demandé. Et c'est vrai qu'à la vidéo, bah, du coup, on peut pas dire ah bah je croyais que c'était comme ça. Donc, voilà, il y a une preuve, voilà, on voit ce qui se passe, donc c'est plus facile à la vidéo d'expliquer les choses. Ok, merci, merci Bastien. Une dernière question à nous là qui sommes pour certains sur l'épaule, sur les U15, les U13. Est-ce que tu aurais un message à nous passer en rapport avec ce que tu viens d'aborder sur les repères défensifs, euh, sur lequel on pourrait un petit peu nous s'appuyer dans le développement des joueurs sur les catégories du dessous? Bah, pour moi, les trois éléments indispensables que j'ai montrés, c'est-à-dire communiquer, même quand on est plus petit, parler avec les différents joueurs, même si c'est compliqué souvent, mais voilà, je pense qu'on peut le faire. Toujours voir le ballon. Et ça, dès U5, on doit savoir où est-ce qu'est le ballon. Toujours voir le ballon chez les plus jeunes. Et ensuite, pour moi, sur un point de vue technique, le rebond. Parce que bon, on commence à en parler depuis quelques années, mais avant on n'en parlait pas du tout. Et pour moi, c'est vraiment un élément phare qu'on oublie à chaque fois. Et nous, les premiers, hein, souvent, on va parler. Et alors que c'est ce qui souvent fait ou peut faire gagner un match. On peut justement faire rivaliser avec d'autres équipes qui sont plus athlétiques que nous. Donc moi, le rebond sur un point de vue technique et stratégique. D'accord. Écoute, merci Bastien. Je me permets de te féliciter en tout cas de ton évolution, de ton parcours et puis vous Merci. encourager à continuer à développer ces compétences parce que ça nous permet, nous, Bretons, d'aller voir voilà, des gens travailler à la fois sur des jeunes, sur des seniors et de comprendre un petit peu la logique qui vous anime. Je me Et, permets de réafficher, Et pardon moi, Bastien, oui. François, je voulais juste terminer pour encourager les jeunes entraîneurs à aller sur les sélections régionales et d'aller sur les sélections d'Yvelines. Moi, c'est ce qui m'a fait énormément évoluer, être assistant sur les différentes sélections, que ce soit au tout début ou après avec Mathieu Crène, Goulven Broudic, Florent Dano. Et j'encourage les jeunes entraîneurs à le faire. C'est une super expérience en plus à chaque fois. Donc voilà, allez sur les sélections, vous allez kiffer à chaque fois. Voilà, pour terminer. En tout cas, c'est chez nous, c'est quelque chose qui est possible et on ouvre les portes. Donc, n'hésitez pas à nous interpeller. Merci Bastien. J'ai remis à l'écran les prochaines webconf qui vont être organisées. Je vais laisser la main, s'il veut bien, à Sébastien qui va nous parler un petit peu de comment s'organise ce nouveau planning qui fait appel à différentes un petit peu voilà, objectifs. Est-ce que tu peux nous en donner un mot avant qu'on clôture la matinée? Oui, oui, ben, bonjour à tous. J'espère que vous avez apprécié la webconf qui était de qualité. Donc l'idée, c'est pendant cette fin de confinement, et puis on va prolonger jusqu'aux vacances de décembre, on va essayer de proposer 2 à 3 webconf dans la semaine, plutôt à vocation technique. On en aura déjà 3 la semaine prochaine. On a essayé de faire un petit peu tous les acteurs du basket breton, enfin ou une partie des acteurs du basket breton, et de toucher toutes les catégories d'âge. Donc là, on va commencer par plutôt les interventions qui vont toucher l'élite, mais qui sont transférables aussi, je pense, sur d'autres catégories. Et ensuite, au mois de décembre, on aura des interventions qui vont être sur les U7, U9, avec Gilles Maléco de la fédération. On aura une intervention sur les U11 avec la CTF du Morbihan, Amélie Caillé. Ensuite, on aura une intervention avec Julien Demeuré, frère de Bastien, qui est CTF en Ille-et-Vilaine, qui interviendra sur les contenus 13. On aura Vincent Bourdon le 27 novembre, là, qui fait partie de l'INSEP et qui interviendra, lui, sur les contenus U15, U18. L'idée, finalement, c'est qu'on ait un petit peu une palette assez large
de ce qu'on va pouvoir vous proposer sur toutes les catégories. Et puis, on est en train de travailler aussi sur des outils vidéo et des outils multimédia, la gestion des réseaux sociaux. Donc l'idée, c'est que ce soit assez riche et varié et qu'il y en ait de nombreuses. Et puis après, on travaille aussi sur différents horaires. Donc, on aura des horaires en journée et des horaires plutôt en soirée. Et dans tous les cas, il y aura des replays. Donc, vous pourrez aller rechercher toutes les vidéos qu'on va proposer en replay. Julien, je ne sais pas si tu veux compléter, puisque Julien est très acteur. L'emoji humain, hein, en fait, on l'appelle dans le métier. Je voulais juste se compléter parce que sur la fiche, il y a une petite erreur, c'est de ma faute. C'est-à-dire que la semaine prochaine, il y a bien Wany le mardi, Mathieu qui est bien le jeudi, donc ça, c'est les soirs. Le vendredi, en fin d'après-midi, c'est pas Vincent Bandeau, c'est un copier-coller, c'est Hans Hermit. Voilà, de l'UJAP. Donc ça, c'est les 3 de la semaine prochaine. Et puis, il y en a d'autres, comme l'a expliqué Sébastien, qui vont suivre. Je suis désolé parce que bon, je suis pas un expert, j'essaye de me dépatouiller, mais le Facebook Live, pour ceux qui ont rejoint la visio, n'a pas fonctionné. J'ai des problèmes un petit peu avec mon ordi et mon logiciel. Et comme l'a dit Sébastien, vous inquiétez pas, là, les replays vont être mis en ligne sur la page YouTube, logiquement dans la journée ou demain, dernier carat, sur notamment la webconf de Bastien. Voilà ce que j'avais à dire. Merci à tous. Je me permets de terminer en vous souhaitant le meilleur pour tout le monde et qu'on puisse se retrouver très rapidement pour la majeure partie d'entre nous l'accès à nos terrains et aux équipes de façon à prendre le plus de plaisir avec eux et de leur permettre de se développer, de se défouler. Et un dernier mot pour les stagiaires BP. Donc, il est 10h05 à ma montre. On se retrouve à 10h10 là pour accueillir le coach Pascal Thibault qui viendra pour répondre à vos questions. Bonne fin de matinée à tout le monde et à très bientôt.